Et sur Graffiti Urban Radio, le réseau urbain qui se poursuit maintenant en direction l'étranger, direction la Turquie, puisque mon invité ce soir, c'est Jean-Michel Foucault. Bonjour. Bonjour. Jean-Michel Foucault, on va faire connaissance avec vous ce soir, puisque vous avez vous avez une riche identité, j'allais dire. Vous avez une vie qui est assez bien remplie, et vous allez nous parler d'un pays particulièrement, en l'occurrence, je le disais donc, la Turquie, puisque vous avez un lien particulier avec ce pays. Mais avant de rentrer dans le détail, est-ce que vous pouvez vous présenter là actuellement en avril 2018? Qui êtes-vous, Jean-Michel Foucault? Écoutez, aujourd'hui, je suis quelqu'un qui se trouve à La Roche-sur-Yon pour faire une conférence. On va participer à une conférence sur le thème de la Turquie à la maison de quartier du centre-ville, le pont Morino. Ici à La Roche. Donc, à La Roche, oui. Voilà, je suis à La Roche. Je suis assez content d'être à La Roche parce que j'y suis venu il y a très très longtemps. À l'époque, j'avais un copain qui dirigeait le théâtre, qui s'appelait Alain Sabot et qui a disparu depuis quelques années, qui était un grand metteur en scène, un animateur de troupe de théâtre. Et moi aussi, je viens du théâtre. Ouais. Je viens du théâtre. Je vis aujourd'hui en Turquie, mais je suis arrivé en Turquie un petit peu par la voie du théâtre, la voie de la littérature et de la poésie. C'est en découvrant les poèmes de Nazım Hikmet que je me suis intéressé à ce pays et qu'un jour, j'y suis resté. D'accord. Vous étiez à l'époque étudiant, c'est ça? J'étais, j'ai commencé, je finissais mes études, j'étais au conservatoire d'art dramatique et voilà, je m'intéressais à la littérature de Turquie parce que j'avais rencontré une journaliste turque qui était en même temps auteur dramatique. On avait travaillé à l'époque avec une jeune compagnie, quand ça s'appelait comme ça, ouais. sur son travail. Et comme ça, j'ai pris contact, j'ai connu ce pays. Puis après, j'y suis allé de temps en temps, et puis de plus en plus souvent, et puis jusque dans les années 85, j'ai fait beaucoup de tourisme, j'ai produit de la musique de ce pays aussi, puisque je faisais du théâtre, mais aussi de la production. J'ai produit une grande chanteuse turque avec qui on a beaucoup tourné en France, dans les maisons de la culture. Esin Afşar, c'est ça? Esin Afşar, c'est ça, absolument, vous êtes bien informé. et donc un jour, j'ai changé un peu mon fusil d'épaule, je me suis installé pratiquement définitivement en Turquie, et là pour faire du tourisme, mais pas n'importe quel tourisme. Au début, du tourisme un peu marginal, des séjours dans les petits coins tranquilles, les villages de pêcheurs, les rencontres avec la population, et puis jusque à une époque où s'est développé le tourisme de masse de façon tout à fait inintéressante pour moi. Je me suis tourné vers ce qu'on appelle le tourisme d'affaires, et c'est en fin de compte l'organisation de séminaires, de congrès, de conventions, et la préparation l'organisation de voyages, on va dire pointus, différents, un peu spectaculaires, événementiels, on va dire, voilà. D'accord, on va en reparler parce que ce côté de tourisme et surtout par rapport à l'évolution du tourisme à l'échelle planétaire, mais aussi particulièrement à l'échelle turque, c'est intéressant parce que vous avez réagi à quelque chose qui était, j'allais dire, plus fort que vous, mais vous avez en même temps pas complètement changé votre fusil d'épaule, ce qui veut dire qu'au départ vous étiez quand même assez dans la bonne direction. Mais par rapport à la Turquie elle-même, donc vous n'êtes pas parti, donc c'était en 69 que vous êtes... La première fois que j'ai mis le premier pied dans ce pays, c'est 69, ouais. Et donc la Turquie, pour le coup, c'était pas un hasard, parce qu'on pourrait se dire, tiens, 69, c'était l'époque où on a marché sur la Lune, comme dirait Exactement. Tintin. Bon, sauf que c'était pas Tintin pour le coup, c'était les États-Uniens qui donc sont allés sur la Lune. Vous auriez pu regarder ça, puisque c'était à peu près au même moment, c'était en 69. On aura pu se dire, tiens, je regarde les gens partir sur la Lune, moi aussi je pars, où est-ce que je vais? Hop, on prend le globe, on fait tourner, on met le doigt, et hop, ça tombe sur la Turquie. Non, vous, c'était pas du tout un hasard, c'était vous cherchiez la Turquie, et vous l'avez trouvée d'ailleurs. Oui, je cherchais à voyager. Je cherchais à voyager via la Turquie. La Turquie était sur la route. Je suis allé beaucoup plus loin à cette époque-là. Mais je suis allé à cette époque-là jusqu'à Kaboul. Oui, effectivement, c'est plus loin que la Turquie. Voilà. Mais je suis passé par la Turquie et ça a été un moment fort, cette rencontre avec ce pays. Et donc vous êtes fixé, entre guillemets, d'un point de vue géographique, mais c'était pas tout de suite en arrivant en Turquie. Qu'est-ce que vous avez fait dans les 10 premières années? Vous étiez un petit peu... parce que le côté tourisme, c'est venu plus tard, il me semble.
Bien sûr, après j'ai continué à travailler, je travaillais dans l'action culturelle, j'ai créé ma compagnie de théâtre à Créteil qui s'appelait la Comédie de Créteil, où on a travaillé pendant une bonne dizaine d'années. Donc ça c'était à Créteil, voilà, vous avez pu partir avec elle en Turquie ou non, pour le coup c'est resté à Créteil? Par contre on est venu à La Roche-sur-Yon avec la Comédie de Créteil, à cette époque-là, dans les années 80. Ouais. Et puis moi, j'ai continué à visiter, à connaître de plus en plus ce pays. Et d'ailleurs, à chaque fois que je faisais un petit séjour de 10 jours, 15 jours, 20 jours, j'avais l'impression de bien le connaître. Mais plus je suis allé, plus je suis resté, plus j'ai compris que je ne le connaissais pas beaucoup et qu'il fallait beaucoup de temps pour pouvoir tout comprendre. Et aujourd'hui, après plus de 40 ans de relations avec ce pays, on s'aperçoit que c'est pas si facile que ça à comprendre et que le tourisme n'est pas vraiment la voie de la connaissance d'un pays. Ça peut être une voie, mais en tout cas, voilà. pas la voie ultime, clairement. Voilà. Et donc, alors je ne l'ai pas dit, mais Jean-Michel Foucault, donc vous êtes français comme votre nom l'indique, mais vous êtes également turc. Oui, vous avez la nationalité. Effectivement, oui. C'est venu à quelle occasion c'est plus pratique peut-être? Oui, c'est plus pratique. J'ai épousé une Turque qui est la mère de ma fille. Ma fille est donc binationale, biculturelle, binationale. Et puis à un moment donné, comme je vivais là-bas, il fallait plutôt choisir le sens pratique. Donc effectivement, j'ai demandé la nationalité turque. J'ai obtenu très facilement, sans aucune difficulté. Vous aviez déjà votre entreprise à l'époque? J'avais déjà, oui, absolument. Donc ils savaient que c'était pas quelque chose c'était pas au hasard, quoi. Oui, c'était pas au hasard. Et puis il y a des formalités, des procédures pour obtenir la nationalité turque pour tout le monde et qui sont pas si compliquées que ça. Bon, ça demande évidemment un certain nombre de principes à répondre à un certain nombre de principes, oui, mais on obtient, je pense, peut-être plus facilement la nationalité turque que la nationalité française. Enfin, je sais pas, j'ai pas essayé de l'obtenir, la nationalité française, je l'ai eu tout seul. Et au niveau de la difficulté, créer une entreprise, quand on est français en Turquie, créer une entreprise en Turquie, est-ce que c'était facile ou... Non, c'est pas facile, pas facile. Mais est-ce que c'était difficile? C'est pas difficile, mais c'est pas facile non plus. C'est pas, faut pas croire. Alors, il y a plusieurs chemins pour le faire. Moi, au départ, j'ai créé une entreprise sous le nom de quelqu'un d'autre. Avant de pouvoir m'installer à mon nom, parce que les lois changent. Parce que quand je suis arrivé dans ce pays, entre 69 et aujourd'hui, les lois ont énormément changé. Le pays a changé beaucoup. On aura l'occasion d'en reparler. Voilà. Je vous rassure tout de suite, on va parler de l'évolution de la Turquie, parce qu'effectivement, vous avez l'occasion de voir quelque chose d'assez large. Une quarantaine d'années, c'est pas donné à tout le monde en tout cas. Au niveau du tourisme, donc j'aimerais bien qu'on revienne sur cette histoire de tourisme. Vous me disiez que vous aviez une envie touristique différente. Quelle était votre idée touristique au départ, avant que les années 80 changent un petit peu tout, mais au départ, vous êtes dit, tiens, le tourisme, la Turquie, ça peut bien coller ensemble, mais vous aviez une espèce de vision, une recette miracle ? Non, pas de recette miracle, mais j'ai toujours eu... moi, je me suis toujours intéressé dans ma vie à trois secteurs, c'est-à-dire le culturel, le théâtre, la musique, le journalisme, c'est-à-dire rendre compte de quelque chose, et le voyage. C'est un petit peu les trois piliers de mon parcours. Le tourisme, si vous voulez, oui, dans le sens du voyage, et le voyage dans le sens de la rencontre avec l'autre, de la connaissance d'un pays par les hommes, les femmes qui vivent là. Oui. Les lieux, mais les populations aussi et surtout. Oui, toujours été plus important. D'ailleurs, quand je vais dans un pays, je ne vais pas voir les sites culturels incontournables. Je vais d'abord manger au restaurant, boire un café ou un thé ou autre chose d'incongru. Je vais dans les rues les plus sombres, et puis une fois que je me suis bien immergé et que je suis allé là où on croyait qu'on allait avoir peur et on n'a pas peur en fait, je commence à faire la découverte culturelle des incontournables.
L'immersion, finalement. Voilà, absolument, vous avez trouvé le bon mot. L'immersion, ben voilà, effectivement. Et puis donc il y a ce côté touristique. Et puis alors ça a changé effectivement. Donc dans les années 80, tourisme de masse, vraiment la Turquie qui était peut-être un petit peu, je sais pas si elle faisait peur, mais en tout cas c'était pas vraiment une destination courue, en tout cas du point de vue français. Et puis ça a changé. Et donc là vous avez dû changer. Oui, j'ai dû changer parce que moi je travaillais avec, à l'époque j'avais des clients, hein, petit à petit j'ai trouvé des clients. Mes 2 clients, c'était une association qui était à Lyon, s'appelle Arvel Voyage, et qui justement développait des concepts de voyage, rencontre, séjour, rencontre avec l'habitant, séjour solidaire, voyage, tourisme social, et responsable. Le mot n'existait pas encore, mais c'était l'idée. C'était l'idée. Et puis, j'avais Nouvelles Frontières aussi. Je travaillais longtemps pour Nouvelles Frontières, pendant 15 ans, où on était les réceptifs de Nouvelles Frontières, où on gérait les groupes de Nouvelles Frontières dans des séjours vraiment hors des sentiers battus, dans des petits villages de pêcheurs autour de Bodrum, qui est un petit peu la côte d'Azur de Turquie. Et, sur la mer Égée. Sur la mer Égée, voilà, en face l'île de Kos, l'île grecque de Kos, les îles du Dodécanèse. Il y a plein d'îles que vous connaissez évidemment beaucoup mieux que moi. Tout à fait. Et voilà, donc voilà un tourisme un peu, on pourrait dire, écolo, parce que les gens étaient hébergés dans des petites pensions qui n'avaient rien à voir avec des hôtels. Enfin, c'était très simple. C'était pas le Club Med. C'était pas le Club Med. On était les pieds dans l'eau. On prenait son petit déjeuner à côté des pêcheurs ou des villageois, cultivateurs, éleveurs. On mangeait le yaourt fait avec le lait de la vache de la patronne de la petite pension, les œufs des poules qui couraient sur la plage, etc. Donc c'était un truc assez particulier à l'époque. On est dans les années 83, 4, 5, 85, on va dire. C'est pas tellement couru, on n'est pas très habitué, mais en même temps, voilà, c'était intéressant. Moi, à côté de ça, j'organisais aussi des randos. Des randonnées et des randonnées pédestres dans des régions où ça ne se faisait pas à l'époque, et notamment avec des hébergements chez l'habitant qui n'existaient pas, qui ne se faisaient pas. Les collègues ou les concurrents qui faisaient des randonnées faisaient des étapes sous la tente ou dans des petits hôtels ou dans des pensions. Moi, j'ai poussé la chose en allant chez les gens. Ce qui est amusant, parce que là on se dit ça en 2018, bah oui, c'est normal, enfin tout le monde fait ça, ou presque. Oui, mais bon, rappelons qu'on est en 85. Voilà. Donc en 85, et en Turquie, et comme vous le disiez il y a quelques instants, il n'y avait pas beaucoup de monde encore, il n'y avait pas beaucoup de touristes, parce que oui, à cette époque-là déjà, la Turquie faisait peur, et on avait peur d'aller en Turquie, comme on a toujours peur aujourd'hui, comme on avait aussi peur avant, et donc oui, c'est le tourisme de masse qui a cassé ça, la promotion, les campagnes de publicitaires, etc., qui ont cassé un petit peu cette tendance à l'angoisse. Ouais. Mais évidemment, moi, j'étais pas à ma place avec le tourisme de masse. Ça n'avait aucun intérêt pour moi. Il y a ce côté tourisme, donc là, pour le coup, vous vous intéressez aux Français qui voudraient visiter et découvrir la Turquie. Mais il y a aussi un autre côté, et là, on reste dans le domaine culturel, c'est que vous avez créé un festival de cinéma. Ah ouais, alors ça, c'est beaucoup plus récent. C'est beaucoup plus récent, d'accord. C'était quand ça? Ça fait 2 ans. D'accord, oui. Voilà, c'est quelque chose de tout nouveau, oui, parce que voilà, c'était un projet culturel fait avec des Français qui vivent à Istanbul, une association qui s'appelle l'ADFE, qui est l'Association démocratique des Français de l'étranger, et qui a des réseaux un peu partout dans le monde d'ailleurs, et voilà, dont les membres peuvent faire des propositions. Moi, ça m'intéressait parce que je suis toujours resté près de mes racines culturelles, le théâtre, le cinéma, la vie d'acteur, la mise en scène, la création, en fait. Ça ne m'a jamais quitté. C'est pour ça que j'ai fait du tourisme d'affaires et que j'ai travaillé sur tout ce qui est séminaire, incentive,
tourisme événementiel parce que c'est créatif et je peux embaucher toute l'équipe du théâtre municipal d'Istanbul pour un séminaire pour 500 personnes, réinventer la vie de Suleiman le Magnifique dans le palais de Topkapi, ce qu'on a déjà fait, faire une histoire du tango dans l'hôtel Pera Palace où Agatha Christie a écrit l'assassin de l'Orient Express, par exemple. Voilà, tout ça sont des choses... Et puis il y a aussi la musique. Vous le disiez tout à l'heure, oui. vous avez produit une artiste. J'ai produit une artiste turque, oui. Donc Esin Afshar, Esin Afshar, voilà. Et comment ça se passe parce que vous avez l'air de trouver tout à fait naturel de produire une artiste, une chanteuse, mais comment on arrive à rencontrer l'artiste et puis à lui dire, tiens, viens avec moi, on travaille ensemble? Alors, comment la Turquie, c'est un pays où les échanges sont faciles, où tous les gens communiquent. Ouais. C'est-à-dire que moi, dans ma rue à Istanbul, tout le monde me connaît, je connais tout le monde, on se dit bonjour. Voilà. Comment on dit bonjour d'ailleurs en turc? On dit merhaba, on dit... oui, merhaba. Merhaba. Oui, merhaba, on dit merhaba, oui, on dit aussi günaydin, qui veut dire good morning, si on veut. Mais merhaba, c'est le mot classique pour dire bonjour. Donc les Turcs se parlent, les Turcs parlent les uns aux autres, et les touristes occidentaux qui se retrouvent en Turquie, parfois sont étonnés, parce que les gens veulent leur rendre service. Alors des fois, ils sont sur leur garde, parce qu'ils disent, ah bon, qu'est-ce qu'il veut me vendre, qu'est-ce qu'il veut me piquer, qu'est-ce qu'il veut, etc. Ah non. Les Parisiens peut-être. Oui, non, les Parisiens, pas tant que ça. Mais en fait non, les gens sont disponibles, veulent aider, voilà. Et j'ai rencontré cette chanteuse comme ça dans un des villages où j'étais autour de Bodrum un jour, parce que c'était un village d'intellectuels où se rencontraient des journalistes, des poètes, des musiciens, dans des petits cafés, etc. Et puis un jour, cette chanteuse qui m'impressionnait beaucoup d'ailleurs, parce qu'elle c'était une grande star, très connue, et puis qui faisait un travail musical très pointu. Et c'est elle qui m'a dit vous avez un théâtre à Paris, pourquoi vous ne me faites pas chanter? J'ai dit top là. Allez. Et voilà, on a commencé à travailler ensemble. Je propose que top là, on écoute Esin Afshar justement. Le titre s'appelle Zortu. C'est ça? Je prononce bien? Oui. Bon, parfait. Alors, on écoute Zortu et puis on va en parler juste après. La chanteuse turque Esin Afshar et le morceau Zortu, et celui qui fut son agent artistique Jean-Michel Foucault est avec moi ce soir dans l'émission du Réseau Urbain. Merci d'être avec nous Jean-Michel.
C'est moi qui vous remercie. Et donc cette chanteuse, alors là pour le coup c'est un titre qui date d'avant votre rencontre, c'est ça? Oui, absolument, c'est de l'histoire très ancienne. C'est de l'histoire très ancienne, vous dire que j'ai fouillé les cartons oui, d'archives. Oui, je suis surpris. Ah bah écoutez, ça nous permet de découvrir, puisque je dois avouer que je ne connaissais pas cette chanteuse, mais voilà, on reconnaît bien en tout cas l'idée que je me fais peut-être à tort, je ne sais pas, mais de ce qu'est la Turquie, en tout cas de ce qu'était la Turquie en 76, c'est ça à l'époque? Oui. 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 Alors revenons sur la Turquie elle-même, puisque vous nous disiez avant qu'on écoute ce morceau que la Turquie avait fait peur à l'époque où vous étiez, c'est toujours le cas, mais à l'époque où vous êtes lancé dans le tourisme, et que la Turquie faisait peur encore en ce moment. Du coup, vous avez, vous qui vivez, donc, je le rappelle, du côté d'Istanbul, donc sur le détroit du Bosphore, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cette peur? Est-ce qu'elle est fondée déjà? Écoutez, c'est une vieille histoire. Je crois que c'est une peur, c'est une rumeur. Je vais vous raconter une histoire qui date de 1969. D'accord. Quand vous êtes arrivé, donc? Voilà, je suis arrivé par le train à Istanbul. Et puis ensuite, je suis parti, j'ai essayé de faire de l'autostop jusqu'à Ankara. J'ai fait une partie en autostop. Ensuite, j'ai pris le train, je suis arrivé à Ankara. Puis je me suis retrouvé à l'université d'Ankara parce qu'il y avait des hébergements pour les étudiants à l'époque ici. Donc, je me suis retrouvé, j'ai rencontré d'autres Français qui, eux, avaient une voiture, partaient en voiture. J'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Anne-Marie Romero, par exemple, qui a fait toute sa carrière, qui sortait d'une école de journalisme à l'époque et qui après a fait toute sa carrière au Figaro comme chef de la rubrique archéologie notamment. Et donc avec elle, avec son compagnon, avec deux autres Français, avec une petite Citroën qui s'appelait l'Ami 6 à l'époque et une coccinelle Volkswagen. On est partis tous les 5 jusqu'à Kaboul et jusqu'à Mazar-i Sharif d'ailleurs, aux portes de l'Ouzbékistan. Merci de préciser. Voilà. Et donc on est parti. Voilà, on est parti d'Ankara. Alors on est remonté sur la mer Noire, on a longé la côte, on est arrivé vers Trabzon, qui est pas loin de la Géorgie. De Trabzon, on a traversé vers l'ancienne Arménie, vers Erzurum, Van, etc. Et on s'est dirigé vers la frontière iranienne. Et en fin d'après-midi, au milieu d'après-midi, on va dire, vers 16h, alors on est à l'est, là, on s'arrête dans une station-service pour faire le plein. Et s'arrête en même temps que nous une Jeep. Pas une Jeep qu'on croise aujourd'hui sur l'autoroute, une Jeep des années 40, une Jeep américaine avec une plaque française, repeinte, brillante, et puis dedans, 3 baroudeurs pour le coup, c'est-à-dire des gars en treillis militaire, qui savaient où ils allaient, qui savaient ce qu'ils faisaient, qui partaient pas comme ça à l'aventure. Hein. L'archétype du baroudeur. Quoi. Voilà. Et on discute. Ah bon, vous allez vers la frontière iranienne, nous aussi. Mais vous savez, il faut faire très attention. La région, c'est très dangereux. Ah bon? Nous, on était tout à fait, on n'avait pas d'idées préconçues, on était tous très positifs, très contents. Bon, évidemment, des fois on s'inquiétait parce qu'on arrivait dans un village, on garait la voiture et immédiatement il y avait un attroupement autour de nous, donc les gens nous parlaient, on ne comprenait pas ce qu'ils nous disaient, alors on se demandait, il y a les appareils photo, il faut qu'on fasse attention, mais bon, aucun problème, simplement les gens, je l'ai appris après, je l'ai compris après, les gens nous demandaient qui on était, d'où on venait, est-ce qu'on était des touristes, est-ce qu'on était mariés, est-ce qu'on avait des enfants, enfin vraiment des choses tout à fait simples. C'était un désir de communiquer et donc on était vraiment très positifs. Et là il commence à nous dire la semaine dernière une Allemande s'est fait violer dans tel village, il y a 3 jours un Américain a été jeté par la fenêtre du commissariat de police du 5e étage. Enfin voilà des histoires. Là, on ouvrait des grands yeux, mais ils disent on peut faire la route ensemble, ne vous inquiétez pas, nous on a pris nos précautions. D'accord. Ah bon? Rassurez-vous, et puis on est là. ils ouvrent la boîte à gants de la voiture et dans la boîte à gants il y a un grand cran d'arrêt, couteau cran d'arrêt et un revolver. Bon, voilà. Et donc on est un peu étonné. Mais on part ensemble, et puis on roule sur cette route asphaltée,
pas très large, étroite, toute droite. On est sur les hauts plateaux, sur le haut plateau anatolien. Au fond se devine, se voit petit à petit le mont Ararat. Il y a cette brume de chaleur. On est dans les steppes de l'Asie centrale. On pourrait entendre Borodine. C'est vraiment... Et puis au bout de la rue, au bout de la route, comme ça, au bout de la route qui est toute droite, on aperçoit un camion en travers de la route. Un barrage. Oui. Donc, on s'arrête, nos Forcément. 3 voitures, la Jeep qui était devant s'arrête, conciliabule, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, il y a un danger, il y a un camion, c'est un barrage. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait demi-tour? Est-ce qu'on continue? Et puis, nous, c'est-à-dire nous, les 5, on n'était vraiment pas très inquiets. Alors peut-être qu'on était naïfs, peut-être qu'on était pas irresponsables, je ne sais pas. Vous aviez une vingtaine d'années. Voilà, on avait 20 ans. Et on a dit, je crois que c'est moi qui ai dit, écoutez, vous avez des armes, vous êtes équipés, nous on va y aller voir, restez là. Si jamais il se passe quelque chose, on compte sur vous pour venir nous aider. D'accord. Et puis on y va. Je me souviens, c'était avec les 2 garçons de la région de Touraine, je crois, et puis leur Citroën Ami 6. Et donc on a avancé tout doucement. On n'emmenait pas large, hein. Ils nous avaient bien monté la tête, hein, donc on avance. Ce camion prend de plus en plus, grossit comme ça. Et en fait, c'est un camion qui déchargeait des moutons. D'accord. Voilà. Oui, effectivement, il y a plus dangereux. Voilà. Et donc, je crois que ça m'a vacciné pour la suite et tout ce que j'ai entendu par la suite sur le danger de ce pays, sur tout ce qui pouvait s'y passer. Tout y passe. C'est un pays où on risque de vous voler un rein, par exemple. Et puis, vous avez des tas de gens qui sont au courant, qui connaissent le copain du copain, le concierge de la voisine, dont la cousine s'est retrouvée avec une grande cicatrice. Enfin, voilà. La rumeur dans vraiment le sens sociologique du terme rumeur. On a connu la rumeur d'Orléans, par exemple, qui est un cas d'école, où des femmes disparaissaient dans des magasins de prêt-à-porter. On les piquait en leur faisant essayer des vêtements, être mis dans une trappe. Et ça a été la rumeur d'Orléans dans les années 70, je crois. Ouais. Et à un moment donné, on s'est aperçu que tous les magasins incriminés, c'était des juifs qui les tenaient. Ouais. Et donc, il y avait donc là le racisme, l'antisémitisme qui était là. Et la Turquie, c'était à peu près la même chose. Il y a un côté peur qui est lié à la méconnaissance, qui est lié... La peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu, la xénophobie vient toujours de la peur de l'inconnu. Et cette peur, elle existe toujours. Et finalement, elle grandit un peu, ou vous pensez qu'elle... c'est l'inverse, ou alors c'est finalement toujours à peu près la même chose? Ça dépend des époques. C'est juste qu'on a des smartphones dans les poches et pas avant, mais finalement c'est toujours pareil. Ça dépend des époques, ça dépend d'où ça vient. Les courants politiques, si je me place par rapport à la France, passons-nous en France, ouais. Y a les courants politiques, les courants de gauche, à un moment vont être positifs, d'un autre moment vont revenir négatifs. Les courants de droite, c'est la même chose. À l'époque de Chirac, la Turquie est très, très bien vue par le pouvoir français, le gouvernement, le positif par rapport à l'entrée dans l'Europe. L'époque Sarkozy, c'est le contraire. La gauche, par contre, est positive. Enfin voilà, tout change en fonction des courants politiques et puis en fonction de la situation. Et puis il y a des situations qui font que ça remonte ou ça descend, ouais, etc. C'est cyclique. C'est cyclique, ouais. Ouais. Et alors justement, vous parliez de l'Europe. Ça m'intéresse ce côté Europe, puisque effectivement, ces dernières années, quand on parlait de la Turquie en France, c'était pas seulement par rapport à l'Europe, mais c'était beaucoup par rapport à l'Europe. Quel est le point de vue, vous, du Turc, sur cette entrée dans l'Europe? Alors, moi, je suis un partisan de l'entrée de la Turquie dans l'Europe, parce que je pense que tous les problèmes qu'on peut rencontrer autour de la Turquie aujourd'hui sur la question de la démocratie, par exemple, se débloqueraient grâce à l'Europe. Lorsque les Turcs, le travail sur les chapitres et l'application
l'application oui, le travail sur l'application des règles européennes, les Turcs avancent. Beaucoup d'avancées ont été faites, sur beaucoup de sujets, la Turquie s'est alignée aux règles européennes, mais pas sur tout. Par exemple, sur la question de la justice, on a commencé à travailler sur la question de la justice, mais c'est à ce moment-là que M. Sarkozy et Mme Merkel sont intervenus dans les années 2007, je crois, 2008, pour repousser la Turquie, pour rejeter la Turquie. Donc, évidemment, les efforts qui ont pu être mis en place se sont arrêtés. Mais moi, je pense que les Turcs, quels que soient les gouvernements, sont capables de s'adapter aux critères européens. Et globalement, les Turcs, ils sont plutôt pour ou ils sont plutôt contre? Parce que c'est vraiment... il y a deux parties de la Turquie. Il y en a une un peu plus en Europe que l'autre. Et donc, d'un point de vue géographique. Mais bon, on n'est pas que de la géographie. Bien sûr. Non, je crois qu'ils étaient très favorables à l'entrée de l'Europe. Mais bon, les crises européennes actuellement, et puis les tensions locales et avec l'Europe notamment, font que y a de plus en plus de gens qui font marche arrière par rapport à l'Europe. Peut-être qu'ils ont raison. Est-ce que c'est la bonne solution? Et puis la Turquie cherche d'autres alliances que les alliances européennes. Moi, je pense que aujourd'hui, c'est pas la Turquie qui a besoin de l'Europe. Je pense que l'Europe a beaucoup plus besoin de la Turquie que la Turquie a besoin de l'Europe. Ouais. Et vous voyez, vous avez vu donc depuis cette quarantaine d'années l'évolution de la Turquie, alors pas forcément en regardant l'Europe, mais la Turquie, elle a évolué forcément en 40 ans d'un point de vue social, d'un point de vue économique. Elle a énormément évolué, et elle a évolué sur le plan économique énormément. Et alors, c'est ce qui est contradictoire, elle a énormément évolué, elle a fait un bond en avant avec l'arrivée du parti du président Erdogan actuellement au pouvoir, l'AKP. Oui. Le bond énorme se fait au début des années 2000 avec l'arrivée de l'AKP. Là, tout se transforme, le pays se modernise, le pays... Alors, on ne va pas dire se démocratise, parce que la démocratie n'existe pas en Turquie. La démocratie n'a jamais existé. Que ce soit à l'époque ottomane, où c'était un régime de poigne, de fer, très autoritaire, que ce soit à l'époque kémaliste. Mustafa Kemal Atatürk n'a pas instauré la démocratie en Turquie, il a instauré la République et la laïcité, mais ça n'a pas forcément à voir avec la démocratie. Pas pour autant la démocratie. Erdogan est arrivé, alors il y a eu plein de choses qui se sont libéralisées. L'arrivée d'Erdogan, c'est un petit peu l'arrivée du libéralisme moderne, musulman et moderne en même temps, mais pas de démocratie. Mais on a eu l'impression à cette époque, parce que tout est arrivé avec Erdogan, le social est arrivé. Il n'y avait pas de social avant Erdogan. Les différents mouvements politiques qui dirigeaient le pays, les mouvements laïques, ne pensaient pas au social. D'ailleurs, l'économie ne le permettait pas. C'est-à-dire qu'Erdogan profite en même temps d'un bond économique. Mais il y a tout un tas de choses qui vont se mettre en place. L'éducation va se développer, la médecine va se développer, la santé, les services de santé vont se développer. La sécurité sociale va arriver. Il n'y avait pas de sécurité sociale avant l'arrivée de l'AKP en Turquie. Par exemple, l'assurance chômage n'existait pas. Donc tout ça avant 2000, rien. Rien du tout. Tout ça est mis en place pendant la période où Tayyip Erdogan est Premier ministre et où après il est président de la République. Donc tout ça se développe, ce qui fait croire un peu aux gens que c'est la démocratie qui arrive. Mais bon, c'est pas, il n'y a pas plus de démocratie qu'avant. Mais il n'y en a pas moins non plus. Il n'y en a pas moins. Non, il n'y en a pas moins. Mais on est toujours quand même dans un État autoritaire. Parce que c'est comme ça, parce que ça a toujours été comme ça en Turquie. Ouais. Et les Turcs, eux, qu'est-ce qu'ils en pensent? Ils vous en parlent? Les Turcs sont contents de l'autorité.
Les Turcs sont contents qu'il y ait une autorité. Vous savez, c'est un pays qui a vécu la chute de l'Empire ottoman en 1918, enfin après la Première Guerre mondiale, la réécriture de la géographie du Moyen-Orient et de la Turquie, tout ça a été un choc. L'Empire ottoman chute complètement en 1918. Les Alliés, nous, les Anglais et les Italiens, on occupe cette partie. Et il y a un traité qui est le traité de Sèvres, qui découpe le pays et qui donne, qui découpe le pays. Et puis c'est là où on crée la Syrie, l'Irak, enfin voilà, tout ce qui aujourd'hui se réveille et est en guerre, et les Alliés promettent à la Grèce de s'agrandir jusqu'à la moitié de la Turquie, jusqu'à Ankara pratiquement. C'est-à-dire que tout l'Ouest, il était prévu que tout l'Ouest revienne à la Grèce. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'il faut voir que les Turcs sont arrivés très tardivement dans cette partie du pays, en Anatolie. Ils sont arrivés au XIe, XIIe siècle. Ce pays-là, c'était le pays, la Roumélie, le pays des Roums. Les Roums, ce sont les Romains, parce que ce sont les Romains qui sont arrivés il y a 3000 ans là-bas, ou 2500 ans. Et sur ce pays de Roum se sont installées les colonies grecques d'Asie mineure. Les Lyciens, les Cariens, les Doriens, tout ce qu'on a appris à l'époque, le royaume de Lycie, etc., le royaume de Lydie, etc. Et tous ces gens-là ont vécu, les Turcs sont arrivés, et ils ont tous vécu ensemble. Ici dans ce pays. Mais... Oui, il n'y avait pas d'envahisseurs qui envahissaient et des envahis forcément. C'était des gens qui vivaient... oui, les tribus turques petit à petit se sont installées et puis ont dominé. Lorsque les Ottomans ont conquis Byzance en 1453, ils ont d'ailleurs protégé les chrétiens. Ensuite, ils ont accueilli les juifs. Donc, il y avait... je ne veux pas idéaliser vraiment, mais il y avait quand même des communautés qui vivaient ensemble. Aujourd'hui, vous trouvez à Istanbul des quartiers, vous avez une église, une mosquée, une synagogue, on rentre dans l'une pour aller dans l'autre, ça se touche. Voilà, il y avait une multiculture qui existait, comme au Levant, dans les pays du Levant, en Égypte aussi, ça existait, cette multiculture. Bon. Et donc, après cette chute de l'Empire ottoman, l'idée des Occidentaux est de réduire la Turquie à la portion la plus petite et de faire avancer les Grecs donc jusqu'à Ankara. Pourquoi ? Parce qu'il y a effectivement ce qu'ils appellent des Grecs, mais c'est pas vraiment des Grecs. C'est des gens qui sont là depuis 2000 ans, qui n'ont jamais été en Grèce, qui sont arrivés, originaires de Grèce, mais d'il y a très longtemps. Originaires, oui, d'une autre Grèce. Enfin, voilà, voilà. Mais en même temps, les Alliés promettent aux Grecs de Grèce des renforts pour venir repousser les Turcs. En même temps, Atatürk a commencé sa guerre d'indépendance pour repousser les occupants que sont les Français, les Italiens et les Anglais, et pour repousser en même temps après les Grecs qui vont commencer à s'avancer. Mais les Alliés n'aident pas les Grecs. Les armes, les renforts prévus n'arrivent pas. Et donc les Turcs vont réussir à remonter jusqu'à Izmir et à conquérir, à repousser les Grecs. Et là, les Grecs les Turcs reprennent la totalité du territoire et imposent un nouvel accord pour remplacer le traité de Sèvres, qui est le traité de Lausanne. D'accord. Et donc, ce traité de Lausanne, c'est un petit peu... on n'en parle pas beaucoup, je trouve que c'est dommage et que c'est un moment important et grave parce que les Alliés vont proposer à Atatürk d'échanger les populations. C'est-à-dire que tous les Turcs qui sont dans les Balkans, en Grèce, en Crète,
en Macédoine, etc., vont revenir sur le territoire anatolien, l'Anatolie, et réciproquement, les Roums, c'est-à-dire les Grecs d'Asie mineure, ouais. qui, eux, alors les Turcs qui sont dans les Balkans, etc., ils y sont depuis 100, 200, 300 ans, peut-être 400, je ne sais pas très longtemps. Mais les Grecs qui sont en Asie mineure, ils sont là depuis 2000 ans. Ils ne parlent pas vraiment la langue des Grecs, ils parlent une langue un peu différente. Et donc, tous ces gens-là, on va les repousser, ils vont repartir en Grèce. Ils sont 2,5 millions à peu près, 2 millions, qui eux partent en Grèce, où ils se retrouvent dans des camps. Alors, ils vident leurs habitations en Turquie, que ce soit sur la côte égéenne, que ce soit en Cappadoce, que ce soit au bord de la mer Noire, parce qu'il y avait des Grecs, des colonies grecques un peu partout. Oui, là aussi. Donc, les Turcs qui viennent des Balkans, etc., ont des lieux pour habiter, ou d'autres Turcs qui viennent de l'Est. Enfin bon, il y a des maisons se vident, mais par contre, les Grecs qui partent à Athènes, ils n'ont rien. Et ils vont vivre dans des camps pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Là, et c'est une situation dont on ne parle pas beaucoup et qui est, à mon sens, extrêmement dramatique et qui peut être révélatrice aussi des problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. Oui, ça a été le départ de problèmes qui effectivement courent jusqu'à maintenant. Voilà, et donc simplement, je veux juste rajouter quelque chose pour votre programmation musicale. Oui, très bien, je vous écoute. Simplement que ces gens-là, que ces Grecs d'Asie mineure, donc, on dit grec pour faciliter, mais leur vrai nom c'est Roum, les gens de Roumélie, donc du pays des Romains en fait, mais ils sont des colonies grecques, et avaient une musique lorsqu'ils étaient en Turquie, dans l'Empire ottoman, que ce soit à Istanbul, à Izmir, à Bodrum, enfin dans toutes ces régions où ils vivaient ensemble. Ils avaient une musique et des danses très mélangées, gréco-turques, etc. Et ils ont transporté cette musique dans les camps grecs. Ça s'appelle le rembetiko. Oui. C'est devenu des chants de lutte, on va dire. Des chansons se sont créées, les danses zeybekiko se sont structurées, développées. C'est devenu pour la Grèce, à un moment donné, des chansons, une musique de voyous, c'était considéré comme ça. Ça a été interdit pendant les colonels, mais cette musique existe toujours en Turquie. Il y a des clubs, il y a des cafés, des tavernes, des orchestres, des gens qui dansent sur cette musique de rembetiko et zebetiko. Et très étonnamment, on retrouve la nostalgie de cette musique chez les Roums, c'est-à-dire les Grecs d'Asie mineure d'Istanbul, qui ont cette nostalgie, mais aussi chez les Turcs qui sont immigrés, qui sont venus de Crète, ou de Grèce, ou de Macédoine, et qui ont aussi cette nostalgie de cette musique, et ça après 3-4 générations. Oui, bah oui, ils ont été, on a forcé leur famille à bouger, donc forcément l'obligation subie et donc tout ce qui en découle, voilà. C'était aussi l'héritage. Voilà, ils ont eu eux aussi des difficultés à s'adapter dans un pays qu'ils ne connaissaient pas, et notamment les Turcs de Crète ne connaissaient même pas le turc, ne parlaient pas le turc quand ils sont arrivés en Turquie. Voilà. Donc c'est un clin d'œil pour votre programmation, et ça me fait penser que on peut aussi parler du film de Tony Gottlieb qui est sorti cette année, je crois, ou fin d'année 2017, qui s'appelle Jam. Jam. Ouais. J-A-M. D-J-A-M. D-J-A-M, pardon. D-J-A-M, donc, qui est un réalisateur dont le sujet, les sujets des films tournent beaucoup autour de l'exil, et qui nous raconte l'histoire sous fond de crise grecque et de crise syrienne, nous conte l'histoire d'une famille qui a ses origines en Asie mineure et qui tourne autour du rembetiko aussi. Voilà.
c'est un très beau film. Oui, voilà, Jam, D-J-A-M, donc pour voir ça. Je prends bonne note de vos conseils cinématographiques. Je pense que vous êtes assez qualifié dans le domaine. Un petit peu. Est-ce que Zulfü Livaneli est un artiste qui est dans ce domaine musical-là ou pas du tout? Alors, Zulfü Livaneli. Oui, je le prononce mal, pardon, mon turc n'est pas encore au point. Alors, Zulfü Livaneli, c'est on pourrait comparer Zulfü Livaneli un petit peu à un Lavillier, à un, je sais pas, un peu un Brassens, à quelque chose entre Brassens, Lavillier, Ferrat, ou ces gens-là, c'est-à-dire des chanteurs à texte, des gens qui chantent la poésie. Qui écrivent un peu la poésie, mais qui chantent. C'est très contemporain ce que fait Zulfü Livaneli. On n'est pas vraiment dans la tradition musicale turque. On est dans dans l'évolution musicale turque, la musique des années 70, 80, 90. D'accord. Mais Zulfü Livaneli est quelqu'un qui, justement, a établi beaucoup de liens avec les chanteurs originaire d'Asie mineure. Il faut savoir par exemple que Mikis Theodorakis, grand compositeur grec, oui, bien connu, voilà, est en fait originaire d'Izmir. Voilà. Et ses chanteuses préférées d'ailleurs, je pense, Haris Alexiou, grande chanteuse grecque qui a été très connue ici en France, dont on a un petit peu oublié, ou Maria Farandouri, qui est passée dans beaucoup de tournées en France. Zulfü Livaneli chante avec eux, avec Mikis, avec Haris Alexiou, avec Maria Farandouri. Il a organisé beaucoup de concerts où ils chantent ensemble, mais parce qu'ils viennent tous, ils sont tous originaires de cette région de la Égéenne. Leurs familles viennent de là. Donc lui, d'un point de vue musical et artistique, il est plus récent, on va dire, mais il sait faire le point commun, il sait même se faire le trait d'union avec cette école musicale. Alors, avec l'école musicale du Rembetiko, peut-être pas. Ouais. Parce que Theodorakis, ça va un peu plus, c'est autre chose déjà. Theodorakis, c'est le sirtaki aussi. Le sirtaki vient, trouve ses origines ou a des points de rencontre avec le Rembetiko, mais c'est quand même différent. Non, la rencontre, c'est la poésie. C'est la chanson populaire et c'est la chanson à texte, on va dire. C'est ça leur rencontre ensemble. Farandouri, Theodorakis, Alexiou et Livaneli. Bon, en tout cas, je propose que pour conclure ce riche entretien, eh bien, d'ailleurs, je vous remercie au passage, Jean-Michel Foucault. Donc, je rappelle que vous êtes entrepreneur dans le tourisme, que vous avez lancé tout récemment un festival de cinéma francophone, pas uniquement français d'ailleurs. Pas uniquement français, oui, francophone, qui est basé sur... ça s'appelle Mon premier long. Oui. Et l'idée, c'est de présenter le premier long métrage de réalisateurs contemporains qu'on invite à Istanbul. Dans un échange, on présente votre premier film, vous venez, on va présenter les autres, on va faire une rétrospective, puis en même temps, on va vous permettre de découvrir Istanbul, on va bien bouffer, vous allez voir ce que vous avez jamais vu à Istanbul. Le cinéma et puis, touristique. En même temps, on va aller dans les universités, dans les écoles, rencontrer des étudiants autour de vos films et discuter. Voilà, mon premier long, donc, c'est à Istanbul. C'est à Istanbul et cette année, ce sera au mois d'octobre. Fin octobre, donc dans quelques mois. Merci beaucoup pour ces informations. On va donc retrouver Zulfü Livaneli. Zulfü Livaneli. Merci beaucoup, Jean-Michel Foucault. Et puis, on remercie également la maison de quartier du centre-ville pour Moreno qui vous a invité. Absolument. Donc, à l'occasion de cette semaine culturelle. Et donc, on retrouve la musique version turque. Merci à vous. Merci à vous.
güneş topla benim için. Seherleri için dağlara, güneş topla benim için. Haberine dört diyara canım, güneş topla benim için. Haberine dört diyara canım, güneş topla benim için. Umutların arasında, kirpiklerin karasından, döşte bıçak yarasından canım, güneş topla benim için.